Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Si vous voulez et si vous pouvez surtout nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil sur notre site internet storiavoce.com. Dans le livre de Marcel Proust, il fait figure de dilettante, certes légendaire, mais terriblement inefficace pour ne pas dire inutile. Ce personnage, ambassadeur de son état, n'est autre que le marquis de Norpois dans le Côté de Guermantes. La littérature, on le sait, peut certes dépeindre une réalité, mais elle sait aussi prendre des libertés avec l'histoire. Monsieur de Norpois et l'ensemble de son corps en ont fait les frais. Pourtant, le corps diplomatique sous la Troisième République laisse des noms prestigieux. Il s'appelait Albert de Breuil ou Gabriel Hanotaux, le comte de Saint-Aulaire ou bien les frères Cambon. Qui sont ces diplomates de la Troisième République? Quelles sont leurs origines? Comment, issus de la noblesse, s'accommodent-ils du régime républicain? Comment la République elle-même va-t-elle faire évoluer ce corps? Est-ce que, au fond, ces hommes ne faisaient pas partie du passé alors que le monde et ses techniques de communication évoluent? C'est ce que nous allons voir avec Isabelle Dasque. Isabelle Dasque, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc historienne, maître de conférence à Paris 4 et vous avez publié chez Sorbonne Université Presse Les diplomates de la République 1871-1914. Il s'agit ni plus ni moins que d'un résumé de votre thèse, mais un résumé important puisque il y a plus de 750 pages. Il n'existait pas d'études systématiques sur les diplomates de la Troisième République? Alors les diplomates avaient fait l'objet de travaux biographiques, notamment vous avez évoqué les frères Cambon qui ont été étudiés par Laurent Villatte, Camille Barrère par Gilles Ferragut, Alexis Léger, même si Alexis Léger ne fait pas partie de mon corpus, mais il a été très brillamment aussi étudié par Renaud Mels. Donc il existait des biographies, mais en ce qui concerne un traitement plus sociologique ou une étude sociale qui aurait son autonomie par rapport à d'autres approches politiques, diplomatiques, eh bien il n'y avait pas eu d'enquête menée sur ce corpus de diplomates qui avait servi donc la République entre 1871 et 1914. Alors c'est ce qui fait, c'est une des richesses de votre ouvrage, c'est que nous sommes bien évidemment dans l'histoire politique, mais nous sommes aussi et surtout dans l'histoire sociale. Oui, alors une histoire sociale qui n'est pas une histoire sociale puisqu'il s'agit d'étudier ce personnel diplomatique. C'est une étude prosopographique, c'est-à-dire une biographie collective qui interroge à la fois les origines, la formation, les parcours, les trajectoires, les réseaux, que ce soit des réseaux de solidarité ou des réseaux de parenté, qui étudie les pratiques sociales, culturelles de ces serviteurs de l'État, mais une histoire sociale aussi qui a des liens avec l'histoire politique, puisqu'il s'agit de voir aussi les rapports entre ce corps d'État, à la fois ce groupe social, mais aussi ce corps d'État avec un État revêtu de sa forme républicaine depuis 1871. Et les relations n'allaient pas de soi entre ce personnel diplomatique, puisque comme vous l'avez dit en introduction, ce personnel est quand même largement lié aux élites traditionnelles de la France, formé en grande partie sous les régimes précédents, et que ce soit la monarchie de Juillet, l'Empire, le Second Empire. Et donc, il n'allait pas de soi, forcément, que ces élites se mettent au service de l'État républicain, même s'il s'agit de représenter les intérêts de la France à l'étranger. Alors, nous allons y revenir, bien évidemment, au cours de cette émission. Sur combien de diplomates avez-vous travaillé? Alors, sur un corpus de 405 diplomates qui ont été... C'est phénoménal. Alors, c'est assez important, mais il y a des études
prosopographiques qui sont bien plus ambitieuses que la mienne et qui, grâce à des outils informatiques perfectionnés, peuvent étudier des corpus de 1000, 2000, 3000 personnes. Pour ma part, donc, ce sont 405 individus qui ont été sélectionnés selon un critère, le critère de grade, c'est-à-dire de ministre plénipotentiaire et d'ambassadeur, ce qui permettait de voir non seulement l'élite diplomatique d'une part, mais d'autre part de faire une coupe transversale du ministère des Affaires étrangères et d'étudier finalement un échantillon des différents corps qui composent le ministère des Affaires étrangères, non seulement le corps diplomatique, mais aussi le corps consulaire, aussi l'administration centrale, et puis aussi d'avoir un aperçu aussi d'un corps assez particulier, mais qui est assez intéressant, des interprètes et des drogmans, comme on les appelle dans l'Empire ottoman. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une coupe assez transversale de ce ministère des Affaires étrangères en étudiant les individus qui ont réussi au sein de chaque filière. Avec un tel échantillon, si je puis dire, l'histoire statistique est importante et votre livre est émaillé d'énormément de graphes, de camemberts qui permettent d'illustrer et d'appuyer votre propos. Oui, ces résultats n'empêchent pas d'étudier aussi quelques parcours particulièrement brillants, mais cela permet à la fois de faire d'avoir une vision d'ensemble, tout en comparant des individus par rapport à l'ensemble du groupe. Mais c'est absolument phénoménal parce que quand on voit, vous citiez Ferragut et j'ai oublié le nom du diplomate sur lequel il a travaillé. Camille Barrère. Camille Barrère. Vous citiez les frères Cambon, sont des hommes aussi qui ont une œuvre. Il y a des sources qui sont inépuisables. Vous avez eu une frustration à la fin de ne pas aller plus loin que vous auriez souhaité? Alors, je ne serais peut-être pas allée plus loin sur ces grandes figures de la diplomatie qui ont fait l'objet de travaux très approfondis, mais en revanche, peut-être une frustration de ne pas avoir découvert, d'avoir donné plus de place à des individus peut-être moins propulsés, moins devant la scène, mais qui ont un intérêt tout à fait réel. Oui, il y a une certaine frustration de ne pas avoir pu exhumer toutes les sources concernant ces individus, mais c'est peut-être le propre aussi de l'histoire sociale et de l'histoire. Tellement on n'en voit jamais le bout, et il y a un moment donné où il faut s'arrêter. Alors, il y a peut-être aussi une frustration chronologique parce que la Troisième République, en 1871-1940, on se dit que vous auriez pu, au lieu de vous arrêter à 1914, continuer jusqu'à 1940. Pourquoi cette coupure de 1914? Il y a vraiment un monde d'avant et un monde d'après dans l'univers diplomatique? Alors, peut-être au niveau des pratiques professionnelles et de la conception que l'on a du système international, oui, il y a un avant et un après. Au niveau, en ce qui concerne la composition sociale, non. Je dirais même que dans les années 20, il y a peut-être même un retour en arrière par rapport à une certaine démocratisation, une certaine ouverture du corps diplomatique. On voit réapparaître dans les années 20 les grands noms de l'armorial diplomatique, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, les principaux titulaires des grandes ambassades, délégations importantes, appartiennent à ces couches nouvelles promues par les républicains. En revanche, votre question est tout à fait pertinente au regard des sources, puisque lorsque j'ai commencé mes travaux, c'était la loi des 120 ans qui s'imposait pour accéder aux dossiers personnels des agents. Donc je ne pouvais, à la fin des années 90, début 2000, quand j'ai commencé cette enquête, je ne pouvais pas accéder aux dossiers personnels des agents nés avant 1880. Donc ça restreint forcément mon corpus aux diplomates qui avaient servi avant 1914. Bien sûr, c'est une frustration, mais comme il y a une certaine permanence, je dois avouer que je ne suis pas tellement poussée à reprendre cette étude et à la prolonger par celle des années 20-30. Finalement, je ne suis pas sûre d'arriver à des conclusions tellement différentes. La vraie coupure me paraît être 1944-1945. Alors, venons-en aux diplomates, à ces personnages eux-mêmes, à ce qu'ils représentent, mais surtout d'où ils viennent. Quels sont
leurs origines? Quelle est la place, par exemple, de l'ancienne noblesse dans le corps diplomatique sur cette période 1871-1914? Alors la noblesse est bien sûr surreprésentée dans le corps diplomatique. Elle fournit à peu près 43% de l'ensemble de mon corpus, mais la part de la noblesse diminue fortement, puisque après 1881, après l'instauration d'un concours et puis après la mise à l'écart d'une partie du personnel par les républicains, eh bien cette noblesse ne fournit plus que 20%, à peu près 21% des membres du haut personnel diplomatique. Donc une part qui diminue. Il n'en demeure pas moins que cette noblesse se fond dans le monde des notables, où la rejoignent les fils d'une bourgeoisie ancienne, diplômée, fortunée. Ce qui revient à faire de ce milieu diplomatique un milieu extrêmement brillant sur le plan social, ce qui n'exclut pas une ouverture à des milieux plus modestes. Alors nous sommes à une époque où on parle d'internationalisme, où on parle du communisme comme la véritable internationale. Est-ce que finalement ce corps diplomatique n'est pas la seule vraie internationale, la seule entité cosmopolite? Alors certes, effectivement, le milieu diplomatique est particulièrement cosmopolite. Certaines familles de diplomates, notamment issues des régions frontalières de la France, essaiment dans dans des corps diplomatiques étrangers. Voilà, donc certaines familles sont très bien représentées, aussi bien au service de l'Allemagne que de la France, voire même de la Grande-Bretagne. C'est un milieu effectivement très international, très cosmopolite, par ces alliances matrimoniales. Il y a aussi beaucoup d'étrangères parmi les épouses des diplomates. Bien sûr, par le mode de vie de ces diplomates amenés à servir aux quatre coins du monde. Bien sûr, des centres d'intérêt, un intérêt qui est porté sur les cultures étrangères, et puis peut-être aussi un rapport assez dépassionné à la vie politique française. Quelles sont précisément leurs pratiques sociales et culturelles qui les distinguent par rapport aux autres corps de l'État? Est-ce que un ambassadeur qui est en poste par exemple à Berlin ou à Saint-Pétersbourg, il sera là pour adopter le plus possible des pratiques du lieu, ou bien au contraire d'exporter en quelque sorte le savoir-faire et le savoir-être de la France? Alors je dirais un petit peu des deux. Les pratiques sociales et culturelles, elles sont celles des élites européennes, sans doute pratiques entachées d'un certain d'un côté un peu suranné. Certains historiens comme Arnaud Mayer parlent d'une persistance de l'ancien régime, et effectivement ces élites européennes en sont les représentantes de cette persistance de l'ancien régime. Donc voilà, donc les pratiques sociales et culturelles sont celles des élites sociales du vieux continent. Il n'en demeure pas moins que les diplomates sont surtout doivent respecter aussi des rituels propres à la société diplomatique, qui est une société extrêmement codifiée, avec des rituels, par exemple la présentation des lettres de créance, par exemple le ricevimento, qui est un rite d'intégration au cours duquel l'ambassadeur ou le ministre plénipotentiaire est introduit et présenté à la société locale. Voilà, donc il y a des rites qui sont vraiment propres à cette société diplomatique, et puis les diplomates sont aussi associés à toutes les manifestations officielles qui ont lieu dans les différents pays où ils servent. Alors, ils exportent aussi un certain savoir-faire, un certain savoir-être, même si celui-ci est extrêmement codifié
par les théoriciens de la diplomatie et du droit des gens, par les manuels de diplomatie qui circulent dans cette société diplomatique. Mais ils vont aussi, par exemple, ils vont organiser des soirées musicales, des soirées théâtrales, au cours desquelles ils vont faire connaître les productions françaises. Ils vont faire connaître aussi les écrits ou une partie de la culture française. Donc il y a aussi effectivement l'importation ou le transfert de savoir, des transferts culturels dont ils sont les vecteurs. Alors au sein même de ce corps, sur la période, donc 1871-1914, il y a 3 générations. Il y a la génération qui est en place au moment de l'instauration de la République, une nouvelle génération qui arrive et qui reste une trentaine d'années, et enfin une dernière génération qui remplace au fond l'avant-dernière. Est-ce qu'il y a des oppositions entre ces générations? Est-ce qu'on voit une évolution dans ces pratiques culturelles? Alors, vous avez parfaitement raison, il y a 3 générations dans ce corpus. Il y a les héritiers du Quai d'Orsay impérial, étudiés par Yves Brûlé, donc qui servent pendant la première décennie du régime et qui en général vers les années 1880 ou prennent leur retraite ou sont mis à l'écart par les républicains. Et puis il y a cette génération de diplomates patriotes, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans la carrière au lendemain de la défaite de 1870, qui sont extrêmement marqués par cette défaite. Et puis enfin il y a ces diplomates un peu de transition qui assurent en quelque sorte le passage d'une diplomatie à une autre. Ce sont des diplomates qui sont entrés dans la carrière à la fin du 19e siècle, qui ont gravi assez rapidement les échelons et qui se retrouvent à des postes de responsabilité à la veille de la Grande Guerre, mais qui ont encore devant eux quelques belles années de service dans les années 20. Voilà, donc 3 générations de diplomates. Alors bien sûr, il y a des clivages, il y a des tensions, parfois générationnelles, entre tous ces diplomates. Il y a bien sûr des tensions ou des clivages politiques entre ces diplomates hérités du Quai d'Orsay impérial, qui ne sont pas toujours très bien disposés à l'égard de la République, et puis tous ceux au contraire qui ont baigné dans une culture républicaine. Et puis il y a aussi aussi, vous avez raison, il y a des tensions au niveau des pratiques professionnelles. Les jeunes générations accusent leurs aînés d'être beaucoup plus dilettantes, d'agir davantage en honnête homme et pas tellement en expert. Donc voilà, donc le modèle du diplomate expert a du mal à s'imposer, de l'homme de dossier, un petit peu du mal à s'imposer dans un corpus qui estime que la diplomatie est aussi une question un métier de généraliste et que l'expertise, la spécialisation n'est pas forcément requise et que l'on demande à ces diplomates d'avoir des compétences beaucoup plus générales. Alors il y a cette idée d'expertise, de spécialisation, mais il y a aussi la question républicaine. Vous l'avez bien dit, il y a une première génération qui n'est pas une première génération, qui vient de l'époque impériale, et cette génération est obligée en quelque sorte de se rallier à la République. Comment s'opère ce ralliement? Est-ce qu'il se fait facilement? Est-ce qu'il y a une épuration, ce qu'on appellerait une épuration des cadres, ou au contraire, la République garde ces hommes qui ont une expérience? Alors vous avez donné beaucoup de réponses dans vos questions, donc pour vous dire que effectivement, alors une partie de ce personnel diplomatique va rester réfractaire aux institutions nouvelles, mais la plupart vont se rallier ou en tous les cas manifester une certaine loyauté à l'égard de ces institutions républicaines. Plusieurs phénomènes permettent de le comprendre. D'abord, la guerre de 1870 a joué quand même un rôle important.
certains diplomates, notamment à Tours, puis après à Bordeaux, se sont trouvés dans l'entourage de Freycinet, de Gambetta. Et donc l'opportunisme, par le biais aussi du journal La République française, qui porte une attention importante aux questions de politique étrangère, et bien par ce biais-là, l'opportunisme va pénétrer dans les rangs de la diplomatie. Et puis peut-être aussi beaucoup de ces diplomates viennent de l'orléanisme et certains d'entre eux vont graviter autour de toute cette gauche libérale. Et donc la gauche libérale s'enracine assez facilement au sein de la carrière. Et puis vous avez évoqué les épurations. Alors oui, c'est surtout lorsque Freycinet est ministre des Affaires étrangères, il va procéder à des épurations, à des mises à l'écart, mais épurations qui touchent surtout les diplomates les plus ouvertement hostiles à la République, si bien que vous retrouvez encore au début du XXe siècle des représentants de familles bonapartistes. Je pense par exemple à Montebello, qui est ambassadeur à Saint-Pétersbourg au moment de l'alliance franco-russe. Mais vous avez aussi à Berne Montholon, vous avez encore un marquis de Noailles à Berlin. Voilà, donc cette épuration a été peut-être beaucoup moins importante que dans d'autres corps d'État, dans la mesure où les diplomates sont quand même moins impliqués dans la mise en œuvre des aspects les plus controversés de cette politique républicaine. Et donc, ils acceptent de servir le régime. Un autre élément qui joue, c'est quand même un certain consensus sur les objectifs de politique extérieure entre les diplomates et les républicains. Et là, l'idée qu'il faut permettre à la France de retrouver une place au sein du concert européen, qu'elle doit retrouver un certain dynamisme, un certain rayonnement, bien sûr, convainc les diplomates de servir le régime. Et puis, vous avez alors, il y a peut-être un réseau qui a très peu pénétré au sein de la diplomatie, c'est le réseau radical, qui est beaucoup moins bien représenté au sein de ce personnel diplomatique, dont les idées sont à la fois libérales mais conservatrices. Vous avez dit l'importance de la noblesse au sein de ce corps diplomatique. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État en 1905 va jouer et amener certains diplomates à faire un choix en conscience? Alors non, vraiment la séparation des églises et de l'État, elle est regrettée. Même par les diplomates les moins attachés à la religion. Je pense par exemple à Camille Barrère à Rome, qui est assez indifférent au mystère de la foi, mais elle est regrettée parce que elle compromet nos intérêts, ou elle complique par exemple la gestion du protectorat de la France dans l'Empire ottoman ou en Extrême-Orient. Donc les diplomates sont conscients que cette séparation est davantage que la séparation, c'est surtout la rupture avec le Vatican qui est peut-être voilà, cette séparation elle est surtout vue à travers au travers du prisme de la rupture des relations avec le Vatican. Mais en tous les cas, elle ne provoque pas des cas de conscience, alors même que l'étendard de la foi est quand même porté très haut dans ce milieu diplomatique qui est certes ouvert au débat du temps, mais qui garde quand même une certaine autonomie de croyance, de comportement. Et on a un corpus qui est composé de catholiques très fidèles à leur foi, même si au sein de ce corpus, 8% des diplomates sont de confession protestante, ce qui est une surreprésentation d'ailleurs des protestants dans la carrière diplomatique. Mais en tous les cas, la séparation des églises et de l'État et la séparation des églises et de l'État n'a pas bouleversé le corps. Est-ce que ce corps autonome au fond, et c'est ce qui m'a le plus surpris à la lecture de votre ouvrage, c'est de voir cette autonomie par rapport à l'État. Est-ce que ce corps autonome des diplomates ne devient pas comme une forme de refuge ou bien de compensation à une élite qui a perdu la réalité du pouvoir ?
Alors oui, une élite qui a perdu effectivement le pouvoir politique et qui trouve effectivement une certaine compensation dans le service de la diplomatie, d'autant plus que les élites diplomatiques européennes sont encore largement dominées par les noblesses. Et donc, ces élites traditionnelles et la noblesse en premier lieu, eh bien, trouvent encore une raison d'être dans un milieu où le savoir-être, où le protocole, où les qualités sociales ont encore une utilité, et une utilité qui n'est pas simplement mondaine ou sociale, mais aussi une utilité professionnelle. Est-ce que, en conséquence, la République a souhaité réformer ce corps, créer une forme d'égalité dans l'accession à ce corps qui est, vous l'avez dit, qui était en grande partie réservé à la noblesse? Alors, les républicains ont essayé d'introduire de nouvelles règles de recrutement. Il fallait mettre fin au régime de la faveur, de la cooptation, qui avait largement dominé sous les régimes antérieurs, encore que dans la carrière consulaire, il y avait un examen qui était somme toute assez difficile et des compétences souvent techniques qui étaient requises. Mais donc les républicains ont introduit un concours, d'abord un examen en 1877, et puis alors en 1877, les républicains n'ont pas encore conquis tous les pouvoirs, mais c'est surtout en 1880 effectivement qu'ils vont introduire un concours, mais ce concours qui est censé sanctionner des compétences professionnelles, eh bien n'est pas ce recrutement n'est pas non plus complètement antinomique avec des pratiques plus traditionnelles, notamment sous la forme de stage, qui est une cooptation déguisée. Et puis, les candidats au concours devaient demander une autorisation. Une enquête était menée sur les candidats, et bien sûr les candidats dont les familles étaient les plus hostiles au régime n'étaient pas admis à concourir, mais il y avait finalement une part de tolérance qui était une part de tolérance. Et puis dans ce recrutement encore, les solidarités traditionnelles internes au corps jouent, puisque les diplomates ont encore un certain contrôle de ce recrutement, et ils font une part à l'hérédité, notamment lorsque certains jeunes gens appartiennent à des familles qui essaiment traditionnellement dans la carrière. Eh bien, il y a des facilités qui leur sont accordées, mais surtout, malgré le concours, malgré un recrutement qui se veut égalitaire, des formes de cooptation persistent. Ce qui m'a étonné, quitte à me répéter, c'est que vous évoquez d'ailleurs un mécanisme d'intrusion de l'État dans le corps diplomatique. Ce n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'avant, sous l'Empire, et on peut, en remontant plus loin, sous la monarchie, l'État n'entrait pas, n'avait pas la main mise sur ce corps? Alors vous avez entièrement raison. Il y a certes une professionnalisation assez précoce de la diplomatie, mais au poste de responsabilité, c'était bien sûr le pouvoir imposer ses candidats. En revanche, ce qui est paru plus pénible à ces diplomates, eh bien, c'est quand même une pression assez constante des républicains pour pousser les leurs. Et donc vous avez beaucoup de stratégies, ou beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour pour limiter cette intrusion de l'État, alors même que les républicains voulaient introduire des règles de gestion beaucoup plus rationnelles de la carrière, voulaient réglementer plus rigoureusement, plus équitablement les règles d'avancement, par exemple. Donc d'une part, il y avait tout ce travail de rationalité administrative en termes de gestion des carrières, de l'avancement, et en même temps des
et en même temps des nominations au tour extérieur qui étaient assez mal vécues, souvent par des diplomates qui eux-mêmes avaient bénéficié de ces faveurs du pouvoir. Les Cambon, Auguste Gérard, Camille Barrère sont parfois très hostiles à ces nominations extérieures. Quel est au fond le rôle de la diplomatie sous la Troisième République? Est-ce qu'on peut dire que un diplomate est un homme politique un peu différent de ce que l'on peut entendre traditionnellement par homme politique, un homme qui veut faire carrière, etc. Voilà. Est-ce que c'est un personnage qui se distingue dans les corps de l'État? Alors c'est un corps qui est surtout attaché à la représentation de l'État à l'étranger, et donc qui doit respecter une éthique. Il faut surtout pas entacher la réputation de la France par des écarts de conduite ou par des écarts de conduite. Donc c'est un corps qui est quand même très sensible à sa propre réputation, parce que celle-ci renvoie bien sûr à celle de l'État et à l'image de la France à l'étranger. C'est un corps qui se distingue bien sûr des autres corps par son mode de vie à l'étranger, à une époque où l'espace-temps certes se rétrécit, mais il y a quand même un certain nombre de servitudes qui sont vécues à l'étranger, la séparation avec les familles par exemple, l'éloignement, la solitude dans certains postes. Donc oui, par son mode de vie, ce corps se distingue peut-être davantage des autres grands corps d'État, mais il subit, comme vous l'avez dit, au même titre, les pressions du pouvoir politique. Et c'est important ce que vous dites, il subit les pressions du pouvoir politique. Est-ce qu'il prend part à la décision politique? L'ambassadeur remet des rapports régulièrement, surtout en période de crise. Est-ce que on sait dans le processus de travail si ces rapports sont véritablement pris en compte par le gouvernement? Alors, quelle est la part ça c'est une des grandes questions de l'historiographie des relations internationales, depuis surtout du Rosel, la part de ces acteurs dans le processus de décision. À l'époque, avant la Grande Guerre, les diplomates jouissent encore d'une très grande autonomie, même si le télégraphe a bien sûr a bouleversé les relations entre les diplomates en poste et l'administration centrale. Le télégraphe a remplacé la dépêche. La dépêche, exactement. Donc effectivement, les télégrammes l'emportent sur la dépêche, ce que regrettent d'ailleurs les diplomates qui pensaient que les dépêches étaient plus propices à des décisions plus mûrement réfléchies, à des analyses plus profondes, alors qu'avec le télégramme, on est dans l'instantané. Et cela, bien sûr, bouleversait quand même un certain nombre de pratiques professionnelles. Mais les diplomates se plaignent justement d'être de plus en plus soumis aux décisions prises par les bureaux, par l'administration centrale, alors même qu'ils ne reçoivent pas toujours les instructions, les informations. Donc ils se plaignent très souvent de ne pas avoir suffisamment d'informations ou d'instructions, alors même qu'on veut leur imposer des décisions. Alors oui, parfois ils ne sont pas toujours d'accord avec l'orientation qui est prise à Paris par le ministre et par ses principaux collaborateurs. Et vous avez eu parfois effectivement ça s'est traduit parfois par des dysfonctionnements ou des cafouillages dont les diplomates ont souvent fait les frais. Alors, ils ont évolué, sont des personnages hérités, vous l'avez dit, de l'époque impériale et au fond aussi de la monarchie. Ils ont évolué pendant des siècles dans ce qu'on a appelé le concert européen, c'est-à-dire un ordre international qui est au fond leur référence et qui bouleverse en fait les rapports de force. Est-ce que en conséquence ces hommes n'étaient-ils pas en décalage avec l'évolution de leur temps? Alors sur le concert européen, oui, ils sont très très attachés aux pratiques du concert européen, et pour eux le concert était aussi
compatible avec la puissance de la France, une France dont ils estiment, et c'est ce que dont ils estiment qu'elle est quand même une puissance, c'est une puissance moyenne à plusieurs égards, mais ils sont donc très à l'aise avec ce concert européen. Ils vont l'être beaucoup moins avec les nouveaux principes, les nouvelles pratiques, par exemple l'arbitrage. Ils estiment que le recours au droit ne prend pas suffisamment en compte l'évolution des rapports entre les États et que seuls les diplomates sont à même de s'adapter et d'adapter leur discours, leurs décisions, leurs propositions à l'évolution de ces rapports. Donc ils sont moins à l'aise avec tous les modes nouveaux de régulation de la vie internationale et ils le seront beaucoup moins avec la sécurité collective au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils sont, alors là aussi, ils ont pris conscience quand même de l'importance des questions économiques dans les affaires internationales. Ils sont peut-être pas suffisamment armés pour négocier des dossiers très techniques, et d'ailleurs les négociations des années 20 montreront peut-être ce décalage en termes de formation, mais ils sont conscients aussi, et pour le coup je pense qu'ils sont assez pionniers, ils sont aussi les fondateurs d'une diplomatie culturelle. La diplomatie n'est pas simplement que mesurée en termes de rapports politiques, mais aussi de rayonnement culturel, de rapprochement entre les peuples, et ils ont su aussi moderniser certaines de leurs pratiques en tissant des liens avec des représentants de la société civile, en menant des enquêtes, non seulement en parcourant le pays où ils sont accrédités, et en menant des enquêtes. Donc il y a quand même, malgré tout, malgré cet attachement à des formes traditionnelles, il y a quand même une ouverture à un certain renouvellement des pratiques. Alors il y a une autre tendance de l'époque dont les racines sont complexes, c'est plus qu'une tendance d'ailleurs, c'est une réalité, c'est l'émergence des nationalismes au XIXe siècle. Comment cette élite arrive à concilier au fond leur cosmopolitisme, leur ouverture et l'esprit nationaliste qui se développe? Alors je dirais qu'ils sont finalement assez peu nationalistes, ce sont des patriotes, mais ils sont assez peu gagnés par les idées nationalistes, et le nationalisme intégral de Maurras, peut-être Saint-Hilaire, y est sensible, mais a finalement assez peu d'adeptes dans ce corpus. Ils sont où ils n'adhèrent pas à ce nationalisme fin de siècle. En revanche, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont se mettre au service quand même de la défense du pays, et là, ils vont être gagnés par un esprit nationaliste réel. Mais ils sont toujours très soucieux de préserver l'image de la France à l'étranger, et ils vont condamner un petit peu toutes les crises qui affectent le régime et qui donnent une mauvaise image de la France à l'étranger. Quelle est la relation avec le monde militaire? On sait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des attachés d'ambassade militaire. Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi cette présence militaire à l'ambassade? Et quelles étaient les relations entre l'ambassadeur et cette présence militaire? Alors effectivement, vous avez des attachés militaires qui sont présents dans toutes les ambassades. Juste une toute petite parenthèse, certains diplomates sont eux-mêmes issus de l'armée, notamment au début de la période. Beaucoup vont représenter, on estime que par exemple à Saint-Pétersbourg, il faut envoyer des officiers. Donc on aura quelques grandes figures militaires qui vont représenter la France à l'étranger, le général Le Flot, Chanzy, l'amiral Potiot, l'amiral Jaurès, l'amiral Touchard. Voilà, donc il y a aussi dans ce corps diplomatique quelques officiers. Mais sinon, dans les ambassades, effectivement, il y a la présence de ces attachés militaires qui sont censés travailler sous la direction de l'ambassadeur et de transmettre
de transmettre leur dépêche au chef de poste. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu parfois des rivalités entre les deux autorités, mais les attachés de défense les attachés militaires sont censés être vraiment sous l'autorité de l'ambassadeur ou du ministre plénipotentiaire. Ils fournissent une expertise qui est prise en compte. Et en général, une expertise qui est une expertise qui est tout à fait pertinente et qui est prise en compte. Mais il y a parfois effectivement des rivalités lorsque ces attachés militaires veulent un peu s'émanciper de la tutelle du chef de poste. Alors, je commençais cette émission avec l'image de Monsieur Norpois dans Le Côté des Guermantes. Il est bien évidemment vu de façon négative dans l'œuvre de Proust. Or, vous réhabilitez en quelque sorte ce corps diplomatique avec votre ouvrage. Mais peut-on dire malgré tout que c'est un corps qui, à la veille de la guerre, donc en 1913-1914, se referme sur lui-même, sur ses pratiques, et qu'il fait partie, au fond, d'un vieux monde ? Alors c'est un monde un peu suranné peut-être et qui a des pratiques appartenant aux anciennes sociétés de cour, mais c'est un corps qui sait aussi s'ouvrir à toutes les idées, tous les débats du temps. C'est un corps qui sait surmonter aussi les difficultés, qui a su surmonter aussi toutes les mutations, qu'elles soient d'ordre administratif, d'ordre politique, d'ordre diplomatique, et il a pu le faire en mobilisant des références communes qui sont souvent empruntées au passé, notamment au passé, à l'âge d'or de la diplomatie classique, à des modèles de négociateurs empruntés aussi au passé. Mais c'est un corps qui a su, qui a su aussi se défendre d'une image parfois fausse, ou d'une image peut-être un peu simplifiée qu'il avait auprès de l'opinion et notamment auprès de certaines classes dirigeantes. Donc il a fallu aussi pour ce corps se défendre aussi de l'image d'un personnel clérical, anti-républicain, aristocratique, qui ne serait pas ouvert aux autres élites et qui serait un petit peu replié sur lui-même. C'est une image qu'il faut corriger en grande partie. Alors sur ces 405, c'est bien cela, diplomates que vous avez étudiés, vous avez quelques préférences. À la fin de votre ouvrage d'ailleurs, vous dans votre bibliographie, vous avez une section principaux écrits des diplomates, parce que beaucoup de diplomates ont été écrivains. Vous avez un conseil de lecture à nos auditeurs? Alors peut-être peut-être. Alors si l'on veut avoir quelques épisodes très savoureux, très savoureux, je recommanderais la lecture de Saint-Hilaire. Il est peut-être un peu en marge de mon corpus, parce que maurassien, parce que peut-être plus nationaliste que beaucoup d'autres, mais les Confessions d'un vieux diplomate constituent une lecture très savoureuse, avec des épisodes extrêmement amusants. Donc je recommanderais les Confessions d'un vieux diplomate, et puis je recommanderais aussi L'école des ambassadeurs de Jules Jusserand, qui est un florilège de tous les écrits qui ont été depuis l'époque moderne jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, qui est donc un florilège de tous les écrits qui ont été produits sur les diplomates et sur les grands négociateurs de la France. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Dasque. Les diplomates de la République 1871-1914, un livre paru chez Sorbonne Université Presse. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je me répète, n'hésitez pas à nous soutenir, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos grands entretiens.